Nous, par exemple, dans notre promotion, c'était la promotion de Kylian Mbappé, donc c'était assez chouette. Il y avait une soirée Fouquet, donc c'est marrant, quoi. Tu te dis, tu te sens un petit peu privilégié pendant quelques instants. Il y a beaucoup de gens qui en parlent avec sarcasme, qui vont dire, Hmm. ouais, c'est un truc que t'achètes, tout le Ouais. monde sait que c'est pipé, machin. Hello John, bienvenue dans cette nouvelle série. Alors c'est une nouvelle série, je commence avec toi parce que c'est une série où je vais interviewer des personnalités qui ont été classées au fameux classement Forbes Tolian de Tolly. Et donc je voulais finalement rencontrer des personnalités comme toi pour un peu passer au-dessus du simple titre et en fait découvrir vraiment qui sont ces personnalités-là. Donc merci d'avoir accepté ce podcast. Avec plaisir. Est-ce que pour te présenter à tout le monde, est-ce que tu pourrais te présenter à tout le monde, oui. Ouais, je suis entrepreneur. Je suis dirigeant de Risped. C'est une fintech franco-américaine, c'est-à-dire qu'on a des bureaux en France et aux États-Unis. Je réside à San Francisco et on est soutenu par Y Combinator, qui est un incubateur assez sélectif. Il a vu passer par exemple Airbnb, Stripe, Dropbox, pas mal de boîtes. Et, euh, et ce qu'on fait, c'est on fait du recouvrement moderne, c'est-à-dire qu'on utilise les dernières technologies comme l'IA et on a une approche ultra respectueuse pour recouvrer surtout les petits impayés. Nos clients les plus connus, ça va être par exemple en France Lydia Ok. ou Alan ou Treatwell. Euh, voilà, on a plusieurs centaines de clients et on accélère assez vite. Ok, très bien. Donc la première partie du podcast, on va revenir du coup sur le thème du podcast qui est du coup Forbes Tolly de Tolly. Donc la première question que je vais te poser, c'est pourquoi est-ce que Forbes Tolly de Tolly t'a classé Bah, ça, je pense que faut surtout Ouais, leur demander à eux, je pense, hein. ouais. Mais Mais quelles sont a les raisons priori, dans avancées les là. critères, ouais, Hmm. dans les critères de ce que j'ai compris, c'est ils recherchent des entrepreneurs, femmes, hommes, qui ont un impact et qui ont le profil pour éventuellement créer les grandes entreprises de demain. Et ils sélectionnent chaque année 30 personnes qui ont en dessous de 30 ans. Ok. Et en même temps, ils regardent aussi pas que l'entreprise dans laquelle on est, mais ils regardent un peu un parcours d'ensemble. Et dans mon cas, je pense que il y a une certaine dualité, c'est qu'à la fois Hmm. j'ai l'aspect startup, on va dire, et l'autre côté aussi, c'est que je suis commandant de la guerre républicaine, de la réserve Hmm. citoyenne. Donc On va ça revenir permet dessus. de voir peut-être un profil un petit peu différent, et en même temps, notre entreprise a commencé à se développer. Et aussi, on a depuis le départ eu l'ambition internationale, donc je pense que il y a pas, alors peut-être plus aujourd'hui, mais quand c'était mon cas, c'était il y a quelques années, peut-être que c'était un peu plus singulier. Donc c'était pas Respect à l'époque. Non, on a pivoté depuis. Ok. Et donc à cette époque-là, comment est-ce que tu as réagi déjà peut-être à ta nomination dans ce classement-là? En fait, c'est, euh, c'est, euh, alors attends, c'était qui? Moi, c'était un ami à moi en fait qui m'a dit, Tain, je t'ai vu dans Forge, je dis quoi? Et donc je suis allé à Publicis parce que il était tard. En fait, pour ceux qui sont dans l'univers startup, notamment Founder, on travaille vraiment beaucoup. Et, euh, et je pense qu'il devait être 22 heures en semaine. Et donc, je suis allé chez Publicis parce que c'est un des seuls endroits à Paris qui, à 22 heures propose encore d'avoir les journaux du jour. Et voilà, j'ai vu le magazine et j'étais content parce que je me disais, tiens, ça va être un truc que mon entourage familial, en tout cas, Hmm. notamment, bah voilà, des gens qui comptent, en tout cas, pourront se dire, il y a quelque chose que je connais qui visiblement reconnaît le travail de ce qu'on réalise. Parce que ouais. Maintenant après c'est pas pour la frime, c'est vraiment parce que je me disais parce que c'est un roller coaster hein, quand tu es dirigeant d'une startup. Ça fait juste plaisir, c'est un moment court pour être honnête parce Hmm. qu'il y a beaucoup d'autres choses qui arrivent et souvent c'est des ennuis, mais ça fait plaisir. Est-ce que ça a été, est-ce que ça t'a apporté de nouvelles opportunités? Je sais pas, un nouveau réseau peut-être. Oui, je pense que ça amène une certaine crédibilité. Alors ce qui est marrant, c'est que chaque année quand le classement sort, il y a beaucoup de gens qui en parlent avec sarcasme, qui vont dire Hmm. ouais c'est un truc que t'achètes, tout le Ouais. monde sait que c'est pipé, machin. Mais en même temps, est-ce que si ces gens-là étaient sélectionnés, ils diraient la même chose? J'en sais rien.
Je pense que ce que ça apporte, c'est une certaine crédibilité. En plus, quand tu es sélectionné chaque année, il y a le For 30 and the 30 Summit, Mhm. où ils invitent tous ceux qui ont été classés dans chaque pays pour un énorme truc. Et après, je pense aussi, ça permet d'accéder à un certain réseau, parce que comme ça reste quand même assez sélectif, nous, par exemple, dans notre promotion, c'était la promotion de Kylian Mbappé, donc c'était assez chouette. Il y avait une soirée Fouquet, donc c'est marrant, quoi. Tu te dis, tu te sens un petit peu privilégié pendant quelques instants. Et je dirais que c'est un accès à un réseau et plus de la crédibilité parce que, notamment quand tu crées quelque chose, souvent les gens ne te connaissent pas. Donc ça Mhm. permet de dire, OK, tu ne me connais pas, maintenant j'ai un média indépendant via un système rigoureux qui nous Mhm. a reconnus et ça m'amène un petit peu aider aussi ma future demande de green card parce qu'il faut remplir certains critères quand tu candidates comme ils appellent ça personnalité habilité extraordinaire. Et ça a été un des critères que j'ai utilisé. Ok. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'imagine qu'il y a beaucoup. Enfin, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 20 ans, 10-15 ans que le classement Forbes 200 existe. Ouais, peut-être. Et c'est aussi intéressant de savoir, peut-être pour ceux qui vont écouter ton podcast, comment est-ce que tu mets bien en avant ce genre de récompense? Alors au début, je le mettais en avant, maintenant je le mets plus du tout en avant. Hmm. Parce que justement, il y a eu trop de casses. Même, il y en a qui sont allés en tôle quand même. Ouais, j'ai vu ça aux États-Unis. Donc, Ouais. il y a eu beaucoup de casses. Et aussi peut-être parce que là, plus récemment, j'ai un truc que je trouve beaucoup plus important, en tout cas pour moi, que ce classement, c'est le fait qu'on était choisi par Y Combinator. Et donc, Hmm. c'est pour ça que je le mets plus du tout en avant, parce que Y Combinator, on va dire, surplante. Y Hmm. Combinator, c'est 28 000 startups pour 200 prix. Hmm. Considéré comme certains médias comme le Harvard des startups, parce que derrière ils mettent Ouais. 500 000 dollars, tu fais des levées de fonds, enfin, tu fais une levée de fonds dans des super conditions et surtout tu as des conseils de fou. Quoi. Moi, mon Hmm. gros partenaire, celui qui m'a choisi, c'est Gary Tan, qui est le président et CEO, et il est surnommé The Billion Dollar Investor. J'espère que Donc, ça porte chance. donc, disons que je le mets plus en avant, mais au début, je le mettais quand même parce que toujours les raisons de crédibilité, parce que si tu as notamment un produit B2B, tu vas adresser des entreprises, encore une fois, les gens ne connaissent pas forcément ton entreprise parce que tu es nouveau. Par Mhm. contre, ils s'attachent à ces preuves sociales, on va dire. Donc, c'est comme ça que je l'avais mis en avant, principalement dans ma description LinkedIn. Ok, très bien. Et il y a beaucoup, enfin, lors de ton année, il y a beaucoup d'entrepreneurs comme toi? Qui ont fait pareil, tu veux dire? Oui, est-ce que tu as parlé de sportifs comme Kylian Mbappé? Non, qui étaient Ah, dans les 30 choisis. il y avait il y avait de tout. Il y en avait un qui avait inventé des skis. C'est une marque de ski très premium, et ça a de bien marché. C'était assez varié. Il y avait une chef aussi. Euh, C'était très varié. Je dirais que dans la partie startup, tech, software, je faisais parmi des seuls. Mais encore une fois, D'accord. il récompense l'individu. Donc, c'est pas que cette partie-là. Il y avait vraiment la partie Gary Weekend, je pense, qui a pas mal poussé aussi. Ouais. Donc là, il y a une seconde partie que je voulais faire avec toi. C'est une sorte de qu'est-ce que tu as de. J'ai fait des recherches sur toi et sur ton parcours. Et donc, je vais te poser à chaque fois des questions. Qu'est-ce que tu as de Ouais. avec genre des choses et tu me diras. Donc, la première question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as de français? Bah déjà, ma nationalité. Ouais, ouais, c'est ça. Après, je pense français, bah tiens, derrière moi, même si T'avais j'habite un à San tableau de Francisco, j'ai Paris, un ouais. tableau Paris, donc je reste quand même attaché à la France. Et après, c'est vrai que j'en ai vraiment reparlé juste avant, mais l'aspect Gary Weekend, c'est ultra important pour moi. C'est un Hmm. honneur de servir mon pays, donc je pense que ça résume bien les choses. Et pourquoi cet honneur-là de servir le pays? Ça vient d'où? Euh, c'est- Ok, C'est-à-dire que dans notre ancienne activité, on était dans l'événementiel et un de nos clients, c'était Jacques Attali. Et on avait réalisé une technologie pour un événement majeur qu'il organisait. Une personne est venue me voir me demandant en fait qui était derrière cette technologie. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'il y aurait peut-être des synergies dans la défense. Et un an et demi plus tard, après un process assez fastidieux, hmm. je faisais partie de la guerre républicaine. Donc c'est devenu par hasard, mais depuis bien sûr c'est un honneur parce que quand on te propose de faire partie d'une vingtaine d'individus pour servir ton pays, c'est quand même chouette. Et le process était compliqué, c'est-à-dire? Bah, parce qu'en fait, déjà, il faut que tu sois vraiment utile. Il y a un côté timing et chance parce que tu candidates pas par toi-même, en tout cas pas que je sache.
Et moi, il recherchait quelqu'un vraiment avec une polyvalence entre l'aspect, on va dire, technologique, innovation Hmm. et rayonnance. Donc, depuis, j'ai plusieurs missions pour la guerre républicaine, notamment de faire intermédiaire entre la France et les États-Unis. Mais ouais, je Ça fait un vois peu ça comme une espion James Bond non, des temps franchement, modernes. ça serait vraiment flatteur hein, si tu veux me comparer à James Bond. Non, non. Euh, Mais bon, c'est voilà, c'est des expériences qui sont assez extraordinaires et c'est vraiment un honneur. alors, deuxième question, qu'est-ce que tu as de provincial? Parce que j'ai appris que tu es né de Colmar. Ouais, en fait, je suis né à Strasbourg. J'ai fait une grosse partie de mes études en Alsace et après j'ai fini mes études donc circuit ingénieur dans trois grands pays, on va dire, la France, donc à Paris, aux États-Unis, en Californie et aussi j'étais à Montréal. Et qu'est-ce que j'ai de provincial? Bah, je pense que quand même j'ai plus de la moitié de ma vie qui vient d'Alsace, Hmm. donc peut-être l'aspect, j'essaie d'être assez rigoureux sur le temps. Hmm. Et ce qui est bien, c'est qu'en Californie, ils sont pareils. C'est-à-dire, si t'arrives une minute en retard, ils sont très ponctuels, donc peut-être cet Non, mais c'est aspect-là. vrai que les gens savent pas, mais c'est vraiment la première impression que j'ai eue de toi. Parce que ça fait un mois qu'on parle, un mois et demi qu'on parle pour caler ce podcast. Et tu m'as envoyé rapidement une sorte de ton calendrier. Il fallait qu'en fait je coche le créneau adapté, etc. Mais c'était, si tu veux, très rapidement, il fallait que ça soit entre telle ou telle heure, telle ou telle heure. Et moi, si tu veux, le premier sentiment que j'ai eu, c'était vraiment, ouais, il est très cadré, en tout cas dans son temps. Et Après, on n'a pas trop le choix, hein, parce que, alors, je faisais déjà ça à Paris, mais spécialement maintenant, dans notre boîte, on est plus d'une quarantaine et on est sur plusieurs pays. Donc, avec les hmm, time zones, j'ai pas le choix d'être super quadrillé sur c'est l'agenda. vrai. On a des personnes en France, en Ukraine, Lituanie, Allemagne, États-Unis, Madagascar, Philippines. Donc, tu vois, on n'a juste pas le choix d'être Ouais. tac. Bon. Alors la troisième question, c'est qu'est-ce que tu as d'américain maintenant que tu as la green card? Bah, dans peu de temps, je serai américain. Trois de mes enfants sur quatre sont américains. Et après, peut-être maintenant dans la culture, c'est vrai que j'ai vraiment tendance à, je m'assimile beaucoup à cette culture, notamment dans la Silicon Valley, d'essayer de créer du network, d'essayer d'anticiper les nouvelles tendances, d'être toujours aussi un petit peu opportuniste. Hmm. Alors, très petit ticket, mais j'ai investi mes premiers tickets en tant qu'angel investor. Et c'est exactement ça que j'adore, de se dire, ah, peut-être que ça va devenir un truc de dingue. Donc, il y a ce côté un peu prise de risque que je pense que j'ai vraiment pris de là où je suis. Et tu trouves que c'est quelque chose qu'on n'a pas en France ou pas assez? La partie prise de risque? Ouais, prise de risque, Ouais. un peu opportuniste, mais dans le bon sens du terme, pas le mauvais. Ouais, défaut, et ça vient, parce qu'il y a quand même des gros trucs, tu vois. Je Hmm, vois Station F, c'est juste un truc de fou. BPI France, c'est incroyable l'accompagnement. Je crois qu'ils ont 200 000 clients, les mecs. C'est juste fou, quoi. hmm. Et on en fait partie. Maintenant, je pense que il y a certaines boîtes qui pourraient prendre plus de risques. Donc c'est vrai que ils peuvent apprendre peut-être de ce qui se passe ici. Maintenant, il y a quand même des belles initiatives en France. Mhm. Donc la quatrième question, c'est qu'est-ce que tu as de ton grand-père? Parce que je faisais un peu un scroll sur ton LinkedIn et j'ai vu que c'était ton inspiration première. Donc qu'est-ce que tu as de lui? Ouais, sur l'entrepreneuriat, parce qu'en fait mes deux grandes conditions juste horribles. Et ils étaient et donc à partir de rien, tu vois, ils ont monté quelque chose. Et après, en bonus, c'est devenu prospère. Et Hmm, donc je me dis bon, s'ils ont réussi dans des conditions quand même où vraiment il fallait qu'ils ne réussissent pas, euh, voilà, il n'y a aucune raison que je puisse pas monter quelque chose et essayer d'avoir un impact. C'est pas tellement sur l'aspect prospérité, parce que si je veux être prospère, franchement, j'arrête ce que je fais et je vais chez Apple et j'ai un super salaire et je suis tranquille. hmm, C'est vraiment sur l'aspect essayer d'avoir un impact où là, par contre, je veux rajouter quelque chose de plus, avoir un impact global. hmm. Maintenant, qu'est-ce que tu as d'artiste? Parce que les gens ne le savent pas, mais tu es un pianiste et tu es compositeur aussi, on reviendra dessus. Mais qu'est-ce que tu as d'artiste? Bah, franchement, tu vois le piano derrière. J'avouerai que je joue un peu moins en ce moment, Hmm. mais euh, euh, sur le piano, en tout cas, j'aime bien jouer à l'oreille. C'est-à-dire, j'entends musique que je joue. Je sais pas si ça va intéresser ceux qui nous écoutent, franchement. Mais t'as Mais l'oreille absolue? après,
Ouais, Donc là, si je te un peu. demande de, là, si je te demande de, est-ce que tu peux me jouer ton morceau, un petit morceau que t'aimes bien? Là, Ouais, si tu veux. on Moi, je sait suis jamais. avec les écouteurs, donc le On va, son risque de pas être fou. ouais, si tu rapproches le téléphone, peut-être, non? Ouais, tu veux que je te joue quoi? Pff, je sais pas. Impressionne-moi. Bah, attends, Non, joue-moi attends, un morceau, en quelque chose. attends. Euh, Ah, bah tiens, Matrix, la musique de Matrix, c'est la première Allez, musique que j'ai jouée à l'oreille. Attends, allez, j'essaie très de bien. mettre plus fort. Ben, merci Voilà. beaucoup. Ça ferait un petit moment de change dans le podcast. Euh, donc, prochaine question. Qu'est-ce que tu as de l'enfant que tu étais? Pas grand-chose, sincèrement. Ouais. C'est-à-dire que quand j'étais petit, j'étais très timide. Et, euh, et là, j'essaie plutôt au contraire de ne pas l'être. Mmh, très, très, très rêveur. J'ai beaucoup de mal à me concentrer. Ça, c'est un truc que j'essaie encore de temps en temps à rester focus, mais j'ai pas grand-chose à voir avec quand j'étais petit. Qu'est-ce que tu as de ton lieu préféré? Mon lieu préféré? Ah, mon lieu préféré, c'était euh, quand j'ai étudié à UC Irvine. C'est une magnifique université en Californie. Et il y avait un parc en plein milieu. En fait, c'était un cercle, c'était un parc et autour tu as l'université. Et j'adorais un banc en particulier. Et j'aimais bien me poser là-bas. Et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai commencé à faire réfléchir un petit peu à ce que je voudrais faire. Entrepreneuriat, c'était la dernière année de mes études. Et, euh, et d'ailleurs, en fait, l'université, j'ai présenté un projet, où j'avais réussi à prendre rendez-vous avec le doyen de la faculté et tout ça. Et il m'avait remis un prix, UC Irvine, c'était Achievement Academy Awards. C'était la première fois qu'un Français recevait ça sur 47 000 étudiants, donc c'était vraiment impressionnant. Et c'est là où je me dis, tiens, quand même, aux US, ils se disent, moi je suis là, ils me connaissent pas, ils se disent, allez, lui, on va lui remettre ce truc-là. Et moi, je réalisais pas du tout, mais les professeurs me disaient que c'était assez incroyable. Et ça m'avait vraiment donné envie de revenir, parce que j'adorais le principe où ici, les gens ils se lèvent tôt et finissent tôt. Hmm. Donc, c'est pas anodin de démarrer ta journée de travail à 7h, 8h maximum du matin, mais de finir par contre à 16h, on va dire. 16h, Hmm, 17h, ouais. grand, grand max. En général, le vendredi, même, tu finis vers midi. Et donc, j'avais pris tout ça de ce moment-là. J'étais sur mon banc tranquillement. Bah, pour quelqu'un de timide, t'es quand même allé voir le doyen. Ouais, mais j'ai bossé, hein. Qu'est-ce que tu as de ton défaut préféré? Tu sais, un peu, ça, c'est un peu les trucs d'entretien. Alors, c'est quoi votre plus Ouais. grand défaut? Ah, je suis perfectionniste. Je me suis dit qu'elle était pas mal parce que des fois on a tous ces défauts-là, mais à l'image de, on a les défauts de ses qualités. Je suis sûr qu'on peut Attends, avoir les qualités de je ses sais trop un défauts. vrai défaut. Attends, un vrai Hmm. défaut. Des fois, j'ai la flemme. Euh, genre, juste, j'ai la flemme. Et donc, je procrastine à fond. Et en même temps, j'utilise les dernières secondes de mince, t'as fait ce truc. Et ça, c'est la petite adrénaline qui fait que des fois, je vais faire des trucs bien. Des fois, ça va mal se passer. Mais en général, c'est comme à l'école, je faisais tout dernière minute et je fais encore ça aujourd'hui. Et ta qualité, c'est quoi? C'est celle, au contraire, d'avoir cette adrénaline-là au dernier moment? Ouais, je fonctionne beaucoup comme ça. C'est bon, bah, s'il n'y a pas le choix, allez, faut y aller. Parce qu'on a eu des moments dans la boîte où c'était vraiment, vraiment chaud. Failli mourir financièrement 2 fois. Hmm. Même Ouais. en faillite perso une fois. C'était vraiment horrible. Genre, Mais chez j'avais un. Respect ou chez... Si tu avais l'entreprise, en fait, on a pivoté, on a changé de nom. Ah, On a ok. pivoté. La plupart des startups pivotent. Même Airbnb, enfin, toutes les boîtes que tu utilises probablement ont toutes normalement au moins pivoté une fois. Et, euh, ouais, j'étais arrivé à un moment même où tu vois, j'avais invité un pote à moi prendre un kebab et en fait, j'ai fait genre, je peux pas le payer, que ma carte elle passe pas, mais je sais qu'elle passait pas. Et ça, j'avoue, ça, je m'en souviendrai toujours. Enfin, c'est vraiment la merde, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est peut-être à ce moment-là aussi que tu Bah, fais c'est ça, la voilà. plus belle ascension, ouais. Voilà, mais bon, des fois, ça pourrait ne pas marcher, donc bon, heureusement, ça marche, mais ça a été chaud, quoi. Ok, qu'est-ce que tu as de ton meilleur souvenir? Meilleur souvenir pro perso? Ouais, ce que tu veux. Meilleur souvenir, c'est quand, bon, alors, je lâche par, je pense rapide, mais quand j'ai eu mon premier enfant, ça fait vraiment bizarre.
C'est-à-dire que quand tu vois les yeux s'ouvrir, ça, tu ouh putain, c'est sérieux. C'est un mélange C'est de même moi peur ça. et de ouais, un mélange de peur et en même temps tu te dis ah c'est maintenant, waouh, il va falloir assumer et donc d'un coup tu sens des responsabilités, ça fait bizarre. Et c'est un bon Bah souvenir. oui. Surtout que t'as aussi un autre bébé qui depuis longtemps qui est la start-up. Ouais, ouais, ouais. Même Pas avant, ouais, pareil. c'est vrai. Hmm. C'est vrai. Ok, qu'est-ce que tu as d'ingénieur? Parce que j'ai vu que tu avais fait une école d'ingénieur. Ouais. Euh, D'ingénieur, bah, je pense que bah, ce que je fais quasiment tous les jours, sur mon, on va dire, emploi du temps, je dois avoir au moins 50% de mon temps qui est dédié au produit. Donc, c'est essayer d'anticiper qu'est-ce que les gens veulent. Et après, c'est bah, comment on le met en œuvre. Et donc, heureusement, comme j'ai ce bagage technique, quand j'ai recruté les premières personnes, et le tout premier à nous avoir rejoint en technique, c'était il est toujours là, il est super. Il nous a rejoint en tant que développeur iOS et il a fini CTO d'une équipe de plus d'une quinzaine de développeurs, il s'appelle Elmi Ben Hmm. Ali. Et j'ai la chance de pouvoir comprendre. Parce que souvent, quand tu crées une boîte, et notamment une boîte techno, si bah, par exemple, toi tu es issu d'école de commerce, ça peut faire Exact. peur de se dire comment je veux savoir si la personne que je recrute elle est bien. Ouais. Déjà, la personne que tu recrutes, quand tu conduis un projet, tu as des notions de complexité, tu peux savoir quand même à peu près est-ce que c'est quelque chose qui va être rapide, lent, est-ce que c'est vraiment difficile, et même apporter des vraies solutions. Donc je pense que c'est cet aspect-là. L'aspect ingénieur, pour moi, il a été essentiel pour la boîte actuelle, en tout cas. Ok. Et pour terminer cette petite partie, qu'est-ce que tu as de ta plus grande fierté? Euh, je pense que une grande fierté que j'ai, c'est presque self-made. Je dis presque parce qu'il y a quand même des personnes essentielles. Je vois par exemple mon épouse, par exemple, putain, elle était vraiment derrière de fou, quoi. Hmm. Sur tous les plans. Voilà, j'ai certaines personnes qui ont vraiment été là, surtout dans les moments difficiles. Pas beaucoup. Je suis fier de qu'aujourd'hui, alors on verra demain. Aujourd'hui, on est au meilleur de notre forme d'un point de vue professionnel et du coup d'un point de vue personnel, forcément, ça rejaillit. Ouais. On a encore beaucoup de choses à faire, mais je veux dire que il y a eu tellement de moments difficiles que là, maintenant, là, tout de suite, je suis assez fier parce que c'était très très dur et après même, tu vois, je parlais d'Amy Ben Ali, il y a deux trois autres personnes clés dès le démarrage qui étaient là, qui sont toujours là. On a eu des moments très très Hmm. difficiles dans la boîte. Eux sont ukrainiens et donc il y a la guerre en Ukraine par exemple. Et ils étaient là, ils sont restés Wow. et ils ont donné les mecs, ils ont continué de recruter d'ailleurs en Ukraine. Donc ça, je suis fier de ça quand même. Donc c'est intéressant ce que tu dis que bon, tu t'es fait un peu tout seul, même si effectivement il y a des exceptions et qu'il y a des gens qui t'ont aidé, qui t'ont permis d'aller plus Ouais, bien vite. sûr. On Mais, pouvait pas euh, en faire tout seul de toute façon. mais ce désir-là d'entreprendre, t'as évoqué ton grand-père, mais il vient d'où? Je pense que c'est parce Pourquoi, que ouais. je pense que tu vois, il y en a par exemple dans leur vie, ils se disent bon, ce qu'au lieu de ma vie, bah, c'est d'aider mon prochain, alors ils vont devenir infirmiers par exemple. Pour ma part, c'était d'essayer de créer quelque chose qui pourrait être utile aux gens. J'avais envie de ça. Donc je me dis bon, bah, comment on peut faire ça? Je vais utiliser mes compétences d'ingénieur et mon vécu, parce qu'on avait eu beaucoup d'impayés dans mon expérience précédente, ça a fait écouter la vie de ma boîte. Et je savais en fait le seul moyen de résoudre ça, c'était d'utiliser les technologies pour avoir un système Hmm. qui est scalable et qui puisse être utilisé par toute taille de en même temps, d'avoir une approche très respectueuse. Donc ça, c'est l'aspect, on sait que si on va trop bastonner les gens pour du recouvrement, ils le prennent très mal, et si on est trop soft, ils se disent bon, il va rien se passer. Donc je pense que j'ai utilisé en tout cas toute cette expérience perso pour faire quelque chose d'utile, et c'est ça qui me motive. C'est vraiment c'est l'aspect, tu te dis qu'il y a des boîtes que les gens connaissent, tu vois, j'ai cité Lydia. Ouais. Eh ben, ça fait plaisir. Tu te dis, bon, bah, Lydia, ils ont besoin de nous et il y aura plein d'autres boîtes. Et ça fait plaisir parce que tu rends service à des entreprises. Certaines ont été grâce à nous, donc c'est cool. Mais t'as toujours été comme ça? Depuis petit, tu voulais déjà Ouais, j'ai toujours faire voulu faire quelque un chose truc. qui avait du sens? Ouais, faire un truc. Je savais pas encore quoi, mais faire un truc. Ok, bon, maintenant on va passer à ton parcours. Comme ça, on va apprendre un peu plus à te connaître. Est-ce que tu peux d'abord revenir sur ton parcours académique? Ou peut-être revenir, ouais, revenir sur ton parcours académique. Puis après, on Parcours s'arrêtera. académique, bah, je vais la faire courte. Bah, ingénieur, comme tu l'as dit Hmm. avant. Ouais, J'ai été dans plusieurs écoles. École centrale d'électronique, ça c'était à Paris. Concordia, c'était à Montréal. UC Irvine, c'était en Californie. Harvard Business School, c'était un peu plus tardif. Ça c'est à Boston. Et, euh, ouais. après, c'est à peu près tout, hein. Mais tu voulais partir aux États-Unis?
Ouais, je trouve ça chouette. Parce que Mais j'aimais bien l'état d'esprit. J'aime bien l'état d'esprit ici. mais est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as cherché à faire ou c'est quelque chose qui, on dirait, t'est apparu et tu te dis, ouais, pourquoi pas? Alors pour les études, ça a été un des trucs qui a fait que j'ai choisi l'école dans laquelle j'ai été. Aussi parce qu'on m'a beaucoup dit que je pourrais pas aller en école d'ingénieur parce que avait un bulletin médium. Et ça, c'est rien de mieux pour me motiver. Parce que ça m'énerve. Quand Ah, on me c'est dit comme que ça c'est que pas tu marches. possible. Hmm. Ah ouais, vraiment, ça me tue. Quand on me dit que c'est pas possible, tu peux pas plus me motiver que ça. Et donc, je suis allé en école d'ingénieur et j'étais super content quand, le dernier, j'étais major. J'ai jamais eu de 20 sur 20 à l'école, sauf cette dernière année d'école d'ingénieur. Et j'avais envie de faire un paf, tu vois. Parce qu'on m'avait vraiment C'est dit, tu pourras pas être ingénieur, quoi. Ils avaient le conseil je sais plus quoi, de classe, ils avaient dit non, on recommande pas l'école d'ingé. Donc ça me faisait plaisir. Et donc pour les États-Unis, c'est vraiment quand j'ai fait ce passage à UC Irvine où je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je souhaitais. Après, heureusement, j'en parlais avant, mon épouse m'a suivi parce ouais. que pour le coup, c'est pas évident quand même. En plus, on avait une fille qui avait 6 mois quand on a déménagé, donc vraiment pas évident de faire tout ça, plus la start-up, tout ça. Vraiment pas simple. Ouais. Donc moi, il y a quelque chose qui m'a marqué quand j'ai vu un peu ton parcours, c'est que entre 2012 et 2014, tu as été pianiste et compositeur dans des hôtels, notamment au Ritz. Donc je voulais savoir, c'était pourquoi? C'est pour se faire de l'argent de poche au début? Ouais. Non, non, pardon. D'abord, c'est passion, parce que je j'avais pas de piano à Paris quand je suis arrivé, donc je voulais continuer à jouer et j'ai réfléchi où est-ce qu'il y a des pianos dans les hôtels. Et certains m'ont Mhm. embauché. Donc c'est comme ça après que je suis devenu pianiste en extra de mes études. Mais D'accord. bien Et sûr, ça faisait plaisir d'avoir un peu ouais. d'argent de poche. Mais t'allais jouer là-bas, tu t'installais, tu jouais, ils t'ont repéré? Ah, j'ai un peu provoqué le truc quand même. Mhm. C'est-à-dire que j'ai joué de temps en temps. J'étais un peu sympathique avec le mec du bar. J'exagérais pas, on me proposait tout le temps des verres. Je disais tout le temps non, parce que je voulais Mhm. vraiment juste me faire plaisir. Et après, certains hôtels, il y en a un par exemple qui s'appelle Burgundy, c'est un 5 étoiles, c'est un petit hôtel à Paris, mais qui est connu de ceux qui aiment le champagne. Ils connaissent, moi je suis pas alcool, mais visiblement c'est connu. Et, euh, et on m'a dit, viens le mardi matin vers 10 heures, il y a toujours le directeur qui passe. Donc, ce que j'avais fait, il m'a embauché tout de suite. Enfin, je jouais une musique, genre Inno de Salman, Ouais. et voilà. Donc des fois ça arrivait comme ça. Et t'as commencé le piano à quel âge? Comment c'est venu cette 8 passion pour ans. le piano? C'est venu parce que j'ai commencé à jouer Frère Jacques à l'oreille, sans avoir. Enfin, j'avais un petit piano à jouer, et donc, j'en ai parlé à ma mère, et après elle m'avait inscrit au conservatoire. Et quelques années plus tard, je détestais faire du classique et j'ai changé de prof. Et là, j'avais une super prof, Cosima Laurent, et elle était vraiment top. Elle m'a fait faire plein de répertoires différents, et après, je commençais à composer quelques musiques. J'ai rencontré Alicia Keys à 2 reprises. Elle m'avait présenté son impresario et P. Diddy m'avait bloqué. Vraiment une histoire de dingue. C'est encore notre Hein. truc. Mais bref, en tout cas, Il faut que tu nous racontes, tu viens de commencer. alors je vais essayer d'être court. En fait, euh, j'étais une fois, j'étais en train de rentrer chez moi à Paris. Et là, il y a un monde de fous devant un lycée, je crois que ça s'appelle le lycée Carnot, dans le 17e. Mhm. Et je dis, qu'est-ce qui se passe? Je vois passer Alicia Keys, plein de stars et tout. Et je dis à un mec, où est-ce qu'ils vont, tout ça, là? Tu veux aller à l'hélicoptère? Je dis, bah ouais. Il dit, quoi, tu veux saper comme ça? Ils vont à l'arc. Tu crois quoi? Tu crois vraiment que tu vas y aller? Je dis, bah bien sûr. Il me dit, jamais de la vie. Et ça m'avait énervé. Alors je dis, bah ok, bah on verra. Donc j'y suis allé. Il y avait le meilleur ami de Puff Daddy, c'est Shine, qui était un rappeur que je connaissais pas. C'est juste que je lui ai demandé, est-ce que je pouvais venir avec eux, me poser 2, 3 questions. Il me dit, ok, vas-y, viens. Et donc on était dans le carré VIP, il y avait ICT juste devant, et elle a commencé à chanter, et après je lui ai parlé, je dis, ouais, je suis pianiste, compositeur. Elle dit, ah bah voilà, ça c'est mon impresario, par lui, ça serait génial que vous puissiez échanger ensemble, sa mère au monde et tout. Et là, il y a Puff Daddy qui était à côté, qui dit, non, non, moi je veux pas que vous parliez, machin, je parle pas avec elle et tout, et il m'a bloqué, quoi. Chier. Après, je l'ai revu il y a 2 ans à Las Vegas. Je dis, ouais, tu te souviens quand on s'était vu à la soirée Givenchy? Ah ouais, non, bah attends, vas-y. Parce que je dis, tu sais, on a apprécié, ah oui, mais non, j'ai un nouveau, donc elle m'a donné le contact du nouveau. Et voilà. Donc on est un peu resté en contact, mais c'est marrant. Ah, c'est sympa. Ah, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'en fait, tu dis plein de choses dans la vie, peut-être à des gens, et la première personne qui va te dire, c'est impossible de le faire, mais c'est à ce moment-là qu'en fait tu le fais. Ah ouais, bah ça m'énerve. C'est génial.
Bah, on me dit pas t'iras jamais sur la Lune, hein. Ouais, non, non, je vais rien dire. Euh, donc alors après, tu vas lancer Sphère. Est-ce que tu peux présenter un peu cette première idée de startup que tu as et comment c'est arrivé cette idée? Alors, comment c'est arrivé? Faire, en fait, c'était donc dans l'événementiel et l'objectif c'était d'utiliser l'IA pour déterminer qui devrait parler avec qui. On avait fait une sorte de Tinder version événementielle. Donc c'est-à-dire que tu as une entreprise, tu fais un séminaire ou tu fais un grand événement et en fait on va te dire bah tiens c'est quoi fais une app pour tes invités, enfin pour Hmm, ceux qui vont participer à l'événement et on va les faire matcher. S'il y a match, ils vont pouvoir chatter ensemble. Et on a fait de l'argent un petit peu. On augmentait en termes de chiffre d'affaires, mais je voyais que c'était pas non plus le. Ça m'embêtait. Moi, l'idée du siècle, ouais. je voulais pas juste être une boîte de service. Je voulais avoir un vrai impact. Donc, Hmm. c'est pour ça. Après, on a pivoté et on est arrivé dans ce qu'on fait aujourd'hui. Donc c'est intéressant parce que donc, du coup, tu lances Sphère sur deux continents, hein, Europe et États-Unis, c'est ça? Enfin Amérique? Ouais. Après, États-Unis, ça a mis franchement, ça a mis du temps. C'était difficile à Ouais. distance. Donc, Ouais. on a eu quand même des gros clients, mais c'est juste, ça a pris trop de temps. Et après aussi c'était pas aussi successful que ce que je voulais même. Dans tous les cas, au bout d'un moment, quand tu te rends compte que t'aimes pas, il y a un Hmm. problème. Donc après, je fais un pivot total, hein. J'ai fait un pivot d'équipe et de Hmm. produit. Ce qui est assez rare. Tu pivotes de produit. Et là, il y a tout le monde. On arrête avec tout le monde. Vraiment tout le monde, quoi. Quand je Mais dis tout le saoulé, monde, c'est c'est bon, ciao. non, oui, mais quand je dis tout le monde, tu vois, il y avait même mon frère jumeau qui je l'avais embarqué dans l'aventure. Je voyais que ça allait pas, donc j'ai dit allez, on arrête. Hmm. Et donc j'ai fait un autre produit, mais j'ai pas fait une nouvelle entreprise parce que je voulais pas lâcher mes investisseurs historiques. Hmm. Et mais j'ai vu aussi enfin, dans cette, on va dire, aventure, tu vas un peu pivoter, voir des nouvelles opportunités. Ouais. Et j'ai vu un moment où tu lances SOS Notre-Dame. Oh putain, t'as fait des trucs. J'ai vu la vidéo où tu présentes la vidéo Trucs de comme un BFM. bon, ouais, comme un peu l'abbé Pierre. Ouais. Bah en fait, c'était dans cette période événementielle, c'était pour mettre en relation les donateurs pour essayer de faire en sorte qu'il y ait un maximum de dons. Hmm. Et dans l'app, tu pouvais faire un don directement à Notre-Dame et on prenait zéro commission. Et après voilà, t'essayes, tu dis bon, il se passe un truc de fou, c'est une fois Ouais. par millénaire, donc t'essayes quoi. Et faire comme Après, il y a ça eu des des dons, petites, hein. Il y a vraiment ouais, eu des dons en plus, ouais. c'est ça, le pire. Tu t'es dit c'est qui fait ça? Est-ce que faire la charité comme ça aide? Ça t'a Non. entraîné l'élite? Non. Ça m'a rien fait du tout. C'était juste, ouais, vraiment, ça a rien fait du tout. T'as eu ton moment sur BFM quand même. Ouais, franchement. Euh, donc du coup, tu dis que tu pivotes, etc. C'est déjà, comment est-ce que tu fais pour parce que tu vas pivoter, d'accord, tu te rends compte que la synergie elle est plus bonne, etc. Mais comment est-ce que tu fais pour te dire ok cette idée c'est la bonne, c'est la seule idée qui arrive ou il y a encore ce moment-là de réflexion? En fait, alors après, là maintenant aussi, à aujourd'hui, donc il y a Hmm, quelques mois si tu prends mes 6 derniers mois, je suis vraiment pas le même que avant. Parce que avec le temps, quand tu fais des choses, tu sais déjà quand ça marche parce que tu as ce qu'on appelle product market fit, donc c'est-à-dire il y a un marché et il y a des gens dans ce marché-là, ceux que tu targetes, qui commencent à utiliser ton truc, mais le plus important, qui payent pour ça. hmm, Moi, je me concentrais pas assez sur le pricing model. Je me concentrais sur le produit. Je veux faire un truc utile. C'est une erreur. Et donc, avec le temps, avec les erreurs que tu pourrais faire des fois, eh ben, quand tu pivotes, tu commences à apprendre de plus en plus et à hmm, comprendre ce qu'il faut. Et, euh, et donc, même si à chaque fois, chacune de ces étapes de notre progression, on faisait du chiffre d'affaires qui augmentait, je voyais qu'il manquait quelque chose. Et donc, quand hmm, on a eu ces plusieurs impayés dans notre ancienne activité, qu'on a eu sur la nouvelle par ce pain, tu te rends compte qu'un quart des boîtes dans le monde sont faites à cause des impayés, que le marché d'impayés en France, c'est 57 milliards par an qui partent en fumée, des factures qui sont relancées, jamais recouvrées. Aux US, c'est presque 1 trilliard de dollars. Là, tu dis, ah ouais, là, il y a une profondeur de marché. Le besoin est super clair, hein. Toute entreprise comprend ce qu'on fait. Et c'est là que tu matures. Et donc après, le meilleur moyen de savoir si ça marche, c'est est-ce qu'à la fin, tu arrives à tirer du chiffre d'affaires. Nous, dans le cas, tu vois, 2023, on doublait notre chiffre d'affaires chaque trimestre. On hmm, a levé 2,5 millions toute fin 2022. Et on a refait une opération qu'on n'a pas encore annoncée dans la presse. Et on a fait Y Combinator. Donc ça prouve bien que ça hmm. marche, quoi. C'est lancé aux US, ça marche aux US.
Voilà, c'est pas la même Mais dimension. cette idée-là, c'est parce que tu voyais qu'il y avait trop d'impayés dans Bah ta nous-mêmes, propre on a fait entreprise. clamer à cause de ça. Ouais. Donc moi, j'ai essayé d'appeler les agences de recouvrement. La plupart d'entre elles s'en foutaient. Elles n'ont même pas répondu. Sur une vingtaine, j'ai eu que deux réponses. Et les deux Ouais. réponses étaient ouais, faut voir, envoyez-nous un exemple de tableau Excel de ceux qui vous payent pas. C'est un monde très obscur. Oh. C'était vraiment pas une bonne expérience. Je pense qu'il y a des bonnes agences de recouvrement, mais c'est pas évident de les trouver quand même. Voilà, ça, c'est un petit peu à la chance, quoi. Ou alors, faut tu m'as reconnu peut-être. Je sais pas. Ouais. Non, mais c'est fou, même tu vois, en fait, même quand t'es dans la merde, en fait, c'est des fois dans la merde tu Ouais, trouves c'est la ça. bonne idée. Je crois que Churchill disait une phrase dans le genre. C'est un C'est peu dans le ça. noir que les étoiles brillent plus, surtout dans Ouais, je suis un peu comme l'obscurité la plus Churchill, je totale, pense. voilà. Tu as fait version de t'es dans la merde, mais ça marche aussi. Ouais. Un peu moins politiquement pour être correct. Euh, donc moi, il y a une année qui m'a un peu marqué, c'est l'année 2018. Parce que pour moi, tu es toujours à la tête de sphère. J'ai vu que tu es contributeur Hyperloop Transportation Technology dans Ouais. une boîte. Hyperloop, c'est Tu deviens aussi Hyperloop, member de... c'est le projet Ouais, initié par Elon dis-moi. Musk pour les trains supersoniques. Et donc, j'avais fait partie des premiers contributeurs. Et c'était marrant, mais après, j'ai fait ça pendant 2 ans, j'ai arrêté parce que fait que je priorise mon temps. Tu vois, c'était, dans les erreurs, c'est de pas bien prioriser son temps. Voilà, mais ça arrive parce que tu deviens aussi membre de Ouais, une French prochaine heure, ça prend Founders. pas de temps si je fais des événements de temps en temps. Ok, et en plus, 2018, tu commences à faire du volontariat pour Rotary Ouais. International. On va revenir dessus. Et tu deviens aussi, tu rentres dans la garde républicaine. Bon, la question c'est, tu trouves où le C'est temps? vraiment, c'est pure organisation. Tu vois, par exemple, Rotary, j'ai essayé de, moi, j'aime pas m'étendre pendant 3 heures et dire, je pense qu'il faut faire ça et regarder dans l'air et peut-être qu'on pourrait faire ça. Ça arrivait avec un truc super concret et je m'en fous des réunions qui durent des heures et des heures. Donc, je dis pas qu'ils sont comme ça, mais moi, j'aime arriver avec des trucs concrets. Donc, peut-être que, alors, j'avais pas toutes les réunions, Hmm. mais j'arrivais avec des vrais projets. Et dans un truc con que j'ai mis en place, c'est que c'était payant par carte. C'est bête, mais c'est, je faisais des événements et les gens essaient de payer par chèque. Ça m'en est fou. Donc j'ai dit, mais non, faut faire un boîtier SumUp et ça a coûté 3% de transaction et c'est fini, quoi. Let's go. Ouais. Et donc c'est des petits trucs comme Hmm. ça. Et je pense que sur la question du temps, c'est en général, avant un meeting, j'essaie de demander c'est un petit peu c'est quoi que tu recherches, quelle est la durée. Et le deuxième truc aussi, Hmm. c'est de prioriser, savoir dire non à max. Parce que ça, par contre, ça aide. Au début, tu as envie de sauter partout, ce que j'ai fait. Et c'est une belle erreur. C'est de voir. Mais est-ce qu'il n'y a pas des étapes plutôt? Tu dis oui au début parce que ben, t'as rien, tu vois. Et puis Ouais, tu peux après, aussi plus faire tu comme ça. montes, Quand plus tu là, démarres, il oui, faut bien sûr. apprendre Quand à tu dire. Ouais. démarres, tu testes un peu dans tous les sens, tu regardes ce qui Hmm. marche. Ouais. Mais après, faut, surtout si tu es entrepreneur, faut apprendre à vraiment se dire, est-ce que si je fais pas ça, ça va endommager mon business ou au contraire, est-ce que si je le fais, ça va le faire accélérer? Ouais. Si la réponse est non, faut pas le faire. Hmm. Bon, ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi cette partie volontariat, en tout cas où tu donnes beaucoup. Tu donnes, donc t'as donné à Rotary International. Tu donnes aussi dans ton service à la garde républicaine. Est-ce qu'il y a un désir en toi depuis petit voilà, de servir peut-être un intérêt qui est bien plus. Bon, tu parles de la startup effectivement, là, tu vois, ça me fait écho. Tu parles de créer une startup pour tout le monde, mais l'intérêt général, c'est quelque chose Ouais, qui te touche parce particulièrement. que quand tu es à un moment dans la merde et que tu as des gens qui t'aident sans attendre en retour, Ouais. tu te dis, ah, ça j'aime bien ce principe. Et après, j'ai découvert, c'était un journaliste de TechCrunch qui disait, c'était il y a peut-être en 2018, il disait ce qui a été souvent à Silicon Valley, c'est give first, c'est-à-dire tu donnes quelque chose et en premier et tu attends rien en retour. Et un jour, peut-être que sur tout ce que tu as donné, il y aura quelque chose, mais au pire, c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé ce Hmm. principe. Donc c'est pas un principe humaniste, c'est juste de dire que tu donnes et t'attends rien. Et par exemple, chez les Hmm. Juifs Lubavitch, il y a un truc que je trouve, certains connaissent, c'est le fondateur de ce mouvement-là, il donnait 1 dollar à des gens. Comme ça, les gens ils venaient le voir, Hmm. il leur Hmm. donnait 1 dollar et il repartait avec ce dollar. Et c'est un truc qui se fait toujours aujourd'hui. Tu te balades dans la rue de New York, des fois, tu as quelqu'un, il va donner 1 dollar, il sort de nulle part, il se présente même pas, juste il te donne 1 dollar. Et en fait, j'ai demandé une fois à un Lubavitch, c'est quoi l'idée derrière, parce que je n'arrive pas à comprendre. En fait, c'est qu'ils disent, quand tu donnes 1 dollar à quelqu'un, tout le monde sait ce que c'est l'argent. Et donc, quand tu donnes 1 dollar à quelqu'un et que il a rien demandé pour ça, et tu lui donnes, tu dis, tiens, fais-en l'usage que tu veux, il s'en souvient, il se dira, tiens, il était généreux avec moi, il sait même pas qui je suis, et l'objectif, c'est d'inciter cette même personne à ce que lui aussi donne 1 dollar. Et à la fin, c'est peu à peu, Hmm. c'est que tu as un petit mouvement qui se crée.
Ça n'a rien de religieux, mais d'essayer d'être généreux sans forcément attendre. Et ça, j'adore ce principe. Mm. Ouais, c'est le principe même général de la Tzedaka. En général, Ouais, voilà, c'est il est comme la magnifique. tzedaka. Après, c'est, Mm. j'ai quand même un objectif aussi pécunier. J'ai envie d'avoir un certain confort, notamment pour Mm. mes enfants. Mais Ouais, c'est juste que ouais. si tu fais ça que pour l'argent, c'est vraiment, en général, tu vas fail. Mais du coup, c'est intéressant. Est-ce que là, tu aurais peut-être un exemple en tête où bah, là, tu arrives aux États-Unis, mais avant, tu Bah, ce donnes sans attendre un podcast, retour, tu et vois, puis je me finalement, dis, bon, il est suivi par des écoles de commerce. Ah, ça peut être chouette pour avoir parce on recherche des sales. Mais après, bon, vas-y, tu sais quoi, on va qui fait ta pas. pub. Non, non, justement, vas-y, on va pas compter là-dessus. Au pire, moi, si j'avais étudiant, si j'avais quelqu'un qui puisse dire un peu ce qu'est les coulisses des classements Forbes, est-ce que c'est du mytho ou est-ce que ça fait vraiment quelque chose? Mm. Peut-être que ça m'aurait intéressé. Donc, tu vois, voilà, je prends ce temps-là et c'est tout. Mm. Après, je considère pas que après, je Ouais, suis bon, je pas te non plus remercie. ministre, c'est-à-dire qu'il y a des gens plus occupés que moi. C'est juste, Ouais. voilà, faut pas toujours être dans le calcul, je pense. Non, c'est vrai. Bon, bah, moi, en tout cas, je suis content, hein, Moi j'en aussi. profite. On va revenir un peu sur Respade. Donc, on en a parlé beaucoup. Donc, c'est une entreprise qui utilise Ouais. l'IA pour le recouvrement. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué que c'était pour des petits impayés. Ouais, gros À focus partir de petit petits impayé. impayés. Pour... Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personnes dessus ou c'est parce que c'est un marché Les plus deux. grand? 80% des impayés dans le monde sont effectués à moins de 5 000 euros, donc marché grand. Personne dessus aussi, parce que les petits impayés, en général, si quelqu'un ne paye pas 2 000 balles, quand tu es une entreprise, tu vas essayer d'envoyer des relances Hmm. et s'il te répond pas, tu vas rien faire. Parce que ça coûte plus, en général, malheureusement, d'aller en justice. C'est super long, surtout s'il fait appel. Et en plus, c'est risqué, parce que si jamais tu perds ou qu'il réagit pas à tout ça, ben, t'as les frais d'avocat ou d'huissier à ta pomme. Ouais. Donc il y a une vraie opportunité de marché. Maintenant, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on ne fait pas que les petits impayés. On va jusqu'à 17 000 euros d'impayés pour la France et 47 000 dollars aux États-Unis. Mais ça reste quand même petit par rapport aux Donc, c'est impayés quoi à possibles. terme de. À terme, on fera pas Hmm. les gros trucs. Donc, c'est quoi à terme de. On fera toujours Ah, ok. des impayés d'une taille qui permet que ça se règle à l'amiable. Nous, on poursuit pas les gens. Faut pas être méchant avec les gens. On est plutôt les gentils dans l'histoire. Mais c'est juste que par contre, on veut leur expliquer que faut quand même qu'ils payent dans les temps parce que sinon, ça pourrait partir en poursuite, mais nous-mêmes, on le fait pas. C'est notre client qui pourrait se Hmm. donner le droit. Et. Ouais. Et est-ce que, par exemple, tu as des chiffres à nous partager sur combien de personnes vous ont. Bah, Ouais, les flux, les ouais, flux, bien par sûr. exemple. Par jour, on va recouvrir jusqu'à 85 000 dossiers. Donc alors Ah oui. 85 000, c'est notre pic jusqu'à aujourd'hui, mais voilà, on a une bonne traction quand Hmm. même. Voilà, pendant qu'on se parle, Et c'est. il y a au Ouais. moins minimum une dizaine de recouvrants qui ont eu lieu. Et ce qui est chouette maintenant, c'est que je vois des recouvrants qui se passent aussi aux États-Unis, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, on s'est lancé aux États-Unis pendant Y Combinator, donc c'était il y a moins de 6 mois. Et c'est chouette de voir du chiffre d'affaires US sur des boîtes US qui sont connues en plus. Ouais, ouais. Nos clients, alors, pas très connu en France, mais Flexport, c'est 5 milliards de revenus. À titre de comparaison, Airbnb, on est à 8. Ok. Et il y a une différence entre, on va dire, le recouvrement aux Ouais, États-Unis et le recouvrement en France? complètement. Peut-être des Ça a lois, été ouais. très dur de se lancer aux US. Réglementation, elle est très différente. C'est beaucoup plus risqué. Ok. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu dis aussi la tech, tu me parles de l'IA en fait, mais l'IA, j'ai l'impression que tu m'en parles depuis 2014 avec ta première boîte. Ouais, Donc en fait, c'est pas c'est si, on vrai. en parle tous les jours aujourd'hui, mais Mais c'est bon, pas en non fait, plus. ouais, il y a l'IA un peu fancy. Donc, on fait de l'IA. Donc, nous, je t'avouerai que dans Ouais. l'événementiel, il y a des petites notions, mais c'était pas encore aussi poussé qu'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, on est dans du lourd, hein. C'est-à-dire que pour traiter autant de volume, alors qu'on n'est qu'une quarantaine, Ouais. t'as pas le choix d'avoir une technologie ultra robuste. Donc, quand Hmm. nous, on est super invests, hein, dans nos investisseurs US, par exemple, parmi les premiers investisseurs de Facebook. Et s'ils nous ont repérés, c'est parce qu'ils voient Ouais. on a du lourd, quoi. Je peux pas, si on dit IA aujourd'hui, c'est Ouais. parce qu'on a un vrai truc. Avant, on avait quelques technos, mais c'était pas aussi poussé qu'aujourd'hui. Et donc vous avez levé, là tu me disais encore aujourd'hui, mais à l'époque 2,5 Ouais. 2,5 millions d'euros ou de dollars. Euh, Qu'est-ce que vous comptez faire ou qu'est-ce que vous avez On a fait avec cet recruté argent-là? et on a fait zéro marketing, zéro sales. Enfin, on n'a jamais fait de pub, quoi. Et Hmm. c'était principalement recruter. Pourquoi pas de pub? C'est une leçon que tu Ouais, as tirée de ouais. En fait, différentes en général, la expériences? pub qui vient à la fin, c'est quand tu connais bien ton ICP, c'est-à-dire ce que tu targetes.
bah, tu sais du coup où est-ce que tu vas Hmm. être visible, et par conséquent, c'est là que tu dépenses. Tant que t'as pas ça, c'est pas nécessaire. Et après aussi, tu veux bien choisir tes clients. C'est mieux d'avoir une centaine de personnes qui t'adorent et qui peuvent pas vivre sans toi d'un point de vue professionnel que d'avoir 1000 entreprises où pourquoi pas, ouais, j'utilise de temps en temps. Parce que c'est ceux-là, Ouais. c'est les 100 qui vont te faire grandir. Donc pour moi, on n'est pas encore à l'étape pub. Et Et je suis pas, ouais. on essaie d'être très rentable. On était bien rentable juste avant notre levée de fonds. Donc voilà, on grandit, mais comme de manière sûre. Ouais, ouais. Et Respect, tu le vois où dans quelques années? C'est quoi les Bah, objectifs? objectif, c'est de devenir leader mondial du recouvrement, mais du recouvrement quand même surtout Hmm. de petits montants. Aujourd'hui, on a le leadership en France parce que sur les petits montants, t'as pas d'acteur qui fait ça. Et s'ils le font, souvent, je t'avoue, Ouais. pas trop cassé, mais souvent ils le font pas super bien, quoi. Ils ont pas des performances de fou. Un humain, en 20 jours, il arrive à recouvrer 3% de ce qu'il y a dehors. Nous, en 20 jours, on recouvre 50%. Donc c'est pour dire, quoi. Il y a juste, il y a pas de question, quoi. C'est parce que c'est l'IA qui Ouais, le c'est fait en très fait. automatisé. Ok. Maintenant, on va parler de cette expérience de Y Combinator. Ça peut intéresser énormément d'auditeurs et même Ouais. d'entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Y Combinator? Pourquoi est-ce que tu as postulé au programme déjà? Alors après, j'ai pas vraiment, en fait, rapidement, Y Combinator, c'est certes un espace Hmm. tu candidates. Après, tu as. En fait, pourquoi? Alors attends, pour répondre à la question, pourquoi? Parce que c'est le meilleur programme au monde et que si tu veux te lancer aux États-Unis, il n'y a pas de meilleure manière. Et troisième point, ton taux de réussite est beaucoup plus important. Une boîte qui fait Y Combinator, elle a deux à trois fois plus de chances que son concurrent direct de même stage de réussir, quoi qu'il arrive. C'est des stats qui sont disponibles Ok. par tous. La deuxième chose, c'est que tu bénéficies de conseils de fou. C'est-à-dire que ceux qui vont te conseiller, ils ont fait au moins un exit à minimum 300 millions. Donc t'es pas dans les mêmes délires. Et t'es une communauté. C'est-à-dire que notre tout premier événement, c'est t'as le fondateur d'Airbnb qui vient nous voir. Il dit voilà, voilà mon histoire, machin, machin. Il va te dire des trucs qu'il dira jamais en ligne. Et tous les événements ne sont pas Ouais. enregistrés pour cette raison. Et tu vois, moi, il m'a fait un truc, les équipes Airbnb, on a fait 3 meetings, c'est un truc de ouf, quoi. Donc t'es dans des, c'est un peu un cheat code. Ouais, si quand t'es là-dedans, tu vas Donc plus c'est quoi? réussir C'est que un les autres. réseau? Un réseau de l'argent, enfin des levées de fonds Ouais, parce que tout le simplifiées? monde va investir dans une boîte ici. Ok, ouais. Et il y a un Ouais, mentorat, un système de mentorat. Aujourd'hui, t'as 3 mois d'accélération très intensif et après, bah, tu restes en contact avec ton gros partenaire. Moi, Gaëtan, le CEO, je lui ai écrit encore hier. Et, euh, et c'est quoi les gros changements que tu as connus là, depuis Y Combinator? Gros changement, bah, je dirais, bah, déjà, on s'est lancé aux US. Chiffre d'affaires aux US. On a eu, je Hmm. l'ai dit un petit peu plus tôt, on a doublé notre chiffre d'affaires avant, après Y Combinator. Et après aussi, peut-être en mentalité, savoir bien vendre ce qu'on fait déjà. Et aussi faire les bons choix aussi. Je dis pas que maintenant que je suis un entrepreneur infaillible, mais c'est juste que je le vois. Je vois qu'il y a quand même du résultat. Donc clairement, ça a transformé notre boîte. Là, à Ouais, titre perso, même c'est génial. personnellement, il t'a Hier, eu tu vois, t'as une... non, c'était avant-hier, j'avais plusieurs potes de YC que je voyais ici. C'était vraiment chouette, quoi. Tu fais des amis. Ok. Bon, on est arrivé un peu au terme de ton parcours. Alors, on a l'habitude dans le podcast, enfin, dans l'ancienne série, on va garder ça, c'est qu'on laisse le mot de la fin à l'invité. Donc, est-ce que tu auras un dernier conseil, une dernière anecdote, un dernier thème à aborder pour terminer le podcast? Juste pour la target, on va dire, c'est qui écoute là? C'est un peu de C'est tout. des... On va dire tout Donc, le monde. est-ce que c'est des Ouais, un gens qui peu tout. s'intéressent Un à peu tous. l'entrepreneuriat Ah non, attends, je sais. Si le thème c'est Forbes, Top 100 Ouais. de ta vie, s'il vous plaît, n'attendez pas sur ce Ouais. titre pour vous dire que déjà vous êtes bien, parce que c'est un titre qui fait beaucoup. Je pense certains entrepreneurs l'envient. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui me disait c'est mon rêve, est-ce que tu peux m'aider à avoir ce truc? Et je dis bah je peux t'aider à peut-être parler de toi, mais moi je vois pas comment t'aider, parce que c'est les journalistes qui choisissent. Mais et un jury, mais n'attendez pas sur ce truc. Et aussi, même si je suis passé par là, mais faites pas ça pour les titres, parce que franchement, Hmm. on croit que une fois que j'aurai ce truc-là, c'est bon, je serai tranquille, je vais pouvoir décrocher un super job, je sais pas où. Ça fait vraiment pas tout. Et dernier point, je pense que c'est d'essayer de rester un maximum humble. Ça, c'est un gros point. Je vois beaucoup de boîtes, de grosses boîtes, si Google appelle tout ça, une des premières qui recherchent chez les gens, c'est qu'ils soient humbles. Parce que quand tu bosses pour une boîte de fous,
peut rapidement te la péter. Et donc, Hmm. ils recherchent à ce que les gens justement gardent la tête froide. Nous, dans notre cas, on voit qu'on accélère, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à se faire. Et même Brian Chesky, fondateur d'Airbnb, encore aujourd'hui, le mec, quand même, 8 milliards de chiffre d'affaires, la boîte rentable pour la première fois. Il dit, ouais, mais on a encore ça et ça à faire. Donc, il n'est pas là à se dire, bon, je suis peinard. Il se repose jamais Ouais. sur ses lauriers. Donc, je pense que ça serait vraiment la première qualité que je recommanderais d'avoir, c'est de rester humble et de pas considérer qu'on est des oufs parce qu'on a fait ça. Ok, bon, ben merci John. C'était vraiment un plaisir de t'avoir pendant ces 50 minutes. Et on Ouais, reste en avec contact et un plaisir, grand j'espère que ça merci. sera utile. À bientôt.